Theodor Herzl, L'état des Juifs, Introduction. Ceux qui se trouvent au cœur même de la vie pratique ont bien souvent un sens étonnamment limité de l'économie politique. Comment comprendre autrement les Juifs qui reprennent avec conviction le slogan des antisémites, à savoir que nous vivons aux dépens des peuples hôtes, et que s'il n'y avait pas de peuple hôte, nous serions condamnés à mourir de faim. Et l'on voit ainsi comment cette accusation injuste a pu provoquer l'affaiblissement de la conscience que nous avons de nous-mêmes. Qu'en est-il en vérité de cette idée de peuple hôte ? Pour autant qu'il ne s'agisse pas là d'une étroitesse de l'esprit physiocratique, bien connue, elle ne repose que sur l'erreur naïve suivant laquelle, dans la vie économique, ce seraient toujours les mêmes biens qui circulent. Nul n'est besoin, comme Rip Van Winkle, de se réveiller d'un long sommeil pour se rendre compte que le monde se transforme constamment par la production incessante de nouvelles richesses. À notre époque, les merveilles de la technique produisent des richesses nouvelles, que les esprits les plus simples peuvent voir de leurs yeux à peine dessillés. C'est l'esprit d'entreprise qui les a créés. Sans esprit d'entreprise, le travail reste statique. Un exemple typique en est fourni par le travail du paysan qui vit comme ses aïeux il y a 1000 ans. Le bien-être matériel n'est dû qu'à l'entreprise. J'ai presque honte de rapporter de telles banalités. Ainsi donc, serions-nous exclusivement des entrepreneurs, ce que les plus folles exagérations avancent. Nous n'aurions nullement besoin de peuple hôte. Nous ne comptons en aucune manière sur la circulation des mêmes biens, parce que nous en produisions toujours de nouveaux. Nous possédons des esclaves d'une force sans pareille, dont l'apparition dans le monde civilisé a représenté une concurrence fatale pour le travail manuel. Ce sont les machines. Bien sûr, il faut des ouvriers pour les actionner, mais pour cela nous avons bien assez de main-d'œuvre. En fait, celle-ci est même trop abondante. Seul celui qui ne connaît pas les conditions des Juifs dans des nombreuses régions d'Europe orientale osera prétendre que les Juifs ne sont pas capables ou désireux de travailler de leurs mains. À la vérité, je n'ai nulle intention de prendre ici la défense des Juifs. Cela serait inutile. Tout ce qui peut être dit à leur sujet, dans l'ordre du rationnel ou du sentimental, l'a déjà été. Bien sûr, il ne suffit pas de trouver les arguments les meilleurs, qui puissent toucher l'esprit ou le cœur. L'auditeur doit d'abord être en mesure de comprendre. Sinon, cela revient à prêcher dans le désert. Mais arrivé à ce stade, le sermon devient inutile. Je crois à l'ascension de l'homme vers des degrés de civilisation toujours plus élevés. Seulement cette ascension est d'une désespérante lenteur. Si nous devions attendre jusqu'à ce que l'esprit de la moyenne des hommes atteigne une tolérance semblable à celle de Lessing dans Nathan le Sage, non seulement notre vie y passerait, mais aussi celle de nos fils, de nos petits-fils et de nos arrière-petits-fils. C'est là que l'esprit du siècle vient nous secourir par une voie imprévue. Les exploits scientifiques ont valu à notre siècle une renaissance hors du commun. Seule l'humanité n'a pas encore utilisé ce progrès féerique. Les distances sur la surface de la Terre ont été abolies et pourtant, nous souffrons d'être à l'étroit. Sur des navires géants, nous franchissons rapidement et sans danger des océans jusque-là inconnus. Des chemins de fer nous transportent en toute sécurité au sommet de montagnes que l'on gravissait craintivement autrefois. Les événements qui se déroulent dans des pays encore inconnus lorsque l'Europe enfermait les Juifs dans les ghettos sont transmis dans l'heure. C'est pourquoi la détresse des Juifs est un anachronisme. Et non parce qu'il y a 100 ans il eut les Lumières, qui à la vérité n'eurent de signification que pour les esprits les plus distingués. Or je pense que l'électricité n'a pas été inventée pour que quelques snobs puissent illuminer leur salon, mais pour qu'à sa clarté nous puissions résoudre les questions qui préoccupent l'humanité. L'une de celles-ci est la question juive. En la résolvant,
Nous n'agissons pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour bien d'autres, frappés de lassitude et d'accablement. La question juive existe. Il serait vain de la nier. C'est là un vestige moyenâgeux auquel les peuples civilisés n'ont pas été en mesure d'apporter une réponse, malgré leur meilleure volonté. N'ont-ils pas témoigné de leur grandeur d'âme lorsqu'ils nous ont émancipés ? La question juive existe là où les juifs sont en nombre. Là où elle n'existe pas, elle est importée par les immigrants juifs. Naturellement, nous avons tendance à nous installer là où nous ne sommes pas persécutés. Mais notre arrivée entraîne les persécutions. Cela est vrai et restera vrai partout, même dans les pays les plus développés. La France en administre la preuve, aussi longtemps que la question juive n'aura pas été réglée politiquement. Les juifs pauvres colportent maintenant l'antisémitisme en Angleterre. Ils l'ont déjà introduit en Amérique. L'antisémitisme est un mouvement varié et complexe que je crois comprendre. Comme juif, je considère ce mouvement sans haine et sans crainte. Je pense être en mesure de discerner ce qui, dans l'antisémitisme, n'est que plaisanterie grossière, jalousie économique très commune, préjugés bien ancrés ou intolérance religieuse de ce qui peut être considéré comme de la légitime défense. Quelle que soit la coloration qu'elle prenne, je considère la question juive comme n'étant ni religieuse, ni sociale, mais bien nationale. Pour la résoudre, il nous faut avant tout la poser en termes politiques à l'échelle mondiale. Elle pourra alors être réglée dans le cadre du Conseil des peuples civilisés. Nous sommes un peuple un. Partout, nous avons loyalement tenté de nous fondre dans les communautés nationales qui nous entouraient et de ne conserver que la foi de nos pères. On ne nous le permet pas. C'est en vain que nous sommes de bons patriotes, voire même dans certains pays, des patriotes exacerbés. C'est en vain que nous consentons les mêmes sacrifices en argent et en sang que nos concitoyens. C'est en vain que nous nous efforçons de rehausser la gloire de nos patries dans les arts et les sciences, ou encore d'augmenter leur richesse par le commerce et les échanges. Dans les pays où nous vivons depuis des siècles, nous sommes considérés comme des étrangers, souvent même par ceux dont les ancêtres n'y étaient pas établis, alors que nos pères s'y lamentaient depuis longtemps. Car c'est à la majorité de décider qui est étranger dans le pays. Il y a là une question de rapport de force, comme tout ce qui concerne les relations entre les peuples. En affirmant ce qui précède, alors que je ne suis qu'un simple particulier nullement mandaté, je n'abandonne rien de notre bon droit, fermement acquis. Dans les circonstances présentes et sans doute dans un avenir prévisible, la force précède le droit. C'est donc en vain que partout nous sommes de braves patriotes, comme l'avaient été les Huguenots que l'on obligea à émigrer. Ah, si l'on pouvait nous laisser vivre en paix. Mais je pense que l'on ne nous laissera pas vivre en paix. Nous ne serons pas exterminés par l'oppression et la persécution. Il n'est pas de peuple dans l'histoire qui ait eu à supporter autant de luttes et de souffrances. Cette haine des Juifs n'aura jamais provoqué que la défection des plus faibles d'entre nous. Les Juifs les plus forts reviennent fièrement à leur peuple lorsqu'éclatent les persécutions. On a pu s'en rendre compte très clairement tout de suite après l'émancipation. Les Juifs, qui se trouvaient dans une position supérieure, tant intellectuelle que matérielle, n'avaient plus aucun sentiment de communauté avec leur peuple. Il suffit que le bien-être politique dure quelque peu pour que nous nous assimilions partout. Je pense qu'il n'y a pas à en rougir. L'homme d'État qui souhaiterait que la race juive s'attache à sa nation n'aurait qu'à prendre soin de notre bien-être politique permanent. Or Bismarck lui-même n'en est pas capable. Car les préjugés contre nous sont bien ancrés dans l'âme populaire. Pour qui veut s'en assurer, il suffit d'écouter lorsque le peuple s'exprime en toute franchise et en toute simplicité. Les contes de fées et les proverbes sont antisémites. Partout, le peuple est comme un grand enfant. Certes, il serait possible de l'éduquer. Mais dans le meilleur des cas, une telle éducation durerait tellement longtemps qu'il doit être possible, comme je l'ai déjà dit,
de nous aider nous-mêmes plus vite. L'assimilation, et j'entends par là non seulement certaines marques extérieures de l'habillement, certaines mœurs et coutumes, la langue, mais encore une identification plus profonde dans la manière d'être, cette assimilation des Juifs ne pourrait être réalisée partout que par le mariage mixte. Mais celui-ci devrait être ressenti par la majorité comme une nécessité. Il n'est nullement suffisant de déclarer que le mariage mixte est légalement autorisé. Les libéraux hongrois qui viennent d'agir ainsi se trouvent dans l'erreur la plus complète. Et cette institution doctrinaire du mariage mixte vient d'être illustrée par un cas très récent. Un juif converti a épousé une juive. La lutte pour la forme actuelle du mariage n'a fait qu'accentuer gravement les antagonistes qui existent en Hongrie entre chrétiens et juifs. Et par là même, elle aurait plutôt desservi la cause de la fusion des races. Pour qui souhaite réellement la disparition des Juifs par le mélange, il ne peut y avoir qu'une seule possibilité. Il faudrait d'abord que les Juifs accèdent à une puissance économique assez forte pour vaincre les vieux préjugés sociaux. Un exemple en est fourni par l'aristocratie dans laquelle les mariages mixtes sont relativement les plus fréquents. La vieille noblesse redore son blason avec l'argent des Juifs et, en même temps, des familles juives sont absorbées. Mais comment ce phénomène se produirait-il dans la classe moyenne, là où se trouve la majorité des Juifs, puisque les Juifs sont un peuple de classe moyenne? Dans ce cas, la condition posée de la suprématie équivaudrait à une domination économique des Juifs, dont on prétend déjà à tort qu'elle existe. Et si la puissance actuelle des Juifs provoque les cris de colère et de détresse des antisémites, on peut imaginer les explosions si elles devaient s'accroître. Il n'est pas possible d'imaginer l'assimilation par cette voie. Elle reviendrait à assurer la domination de la majorité par une minorité jusque-là méprisée, alors qu'elle ne serait pas en possession de la force administrative ou militaire. C'est la raison pour laquelle je considère l'assimilation des Juifs par la prospérité comme peu probable. Dans les pays où règne actuellement l'antisémitisme, on soutiendra mon point de vue. Ailleurs, là où les Juifs sont présentement à l'aise, mes congénères contesteront sans doute mes affirmations de la façon la plus véhémente. Ils ne me croiront que lorsque la haine des Juifs aura repris. Or, l'antisémitisme éclatera avec d'autant plus de violence qu'il se sera fait attendre. L'infiltration de Juifs attirés par l'apparente sécurité, ainsi que l'ascension sociale des Juifs autochtones, se conjuguent en un phénomène d'une extrême violence et provoquent la catastrophe. Rien n'est plus simple que ce raisonnement. Pourtant, le simple fait de ne pas avoir hésité à énoncer cette vérité va sans doute me valoir l'opposition, sinon l'hostilité des Juifs qui vivent dans des conditions favorables. S'il n'était question que d'intérêts particuliers, de personnes se sentant menacées et qui réagissent par étroitesse d'esprit ou par lâcheté, on pourrait sourire et passer outre avec mépris. Mais c'est la situation des pauvres et des opprimés qui est à considérer. Pourtant, je tiens dès l'abord à écarter tout équivoque, notamment celle qui consisterait à croire que si mon plan se réalisait, les Juifs riches pourraient être lésés. C'est pourquoi je tiens à affirmer clairement le droit à la propriété. Si en revanche ce projet ne dépassait pas le stade de la littérature, en tout état de cause, il n'y aurait rien de changé. Mais il est une objection plus sérieuse, c'est celle qui consiste à dire que je fais le jeu des antisémites en nous qualifiant de peuple un, ou encore que je retarde l'assimilation des Juifs là où elle veut s'accomplir et que je la remette en cause là où elle a déjà eu lieu. Pour autant qu'un écrivain isolé soit en mesure de retarder ou de remettre en cause quoi que ce soit. C'est notamment en France que cette objection sera soulevée.
Je l'attends également ailleurs, mais je tiens à répondre par avance aux Juifs français parce que ceux-ci constituent le meilleur exemple. Quel que soit mon respect de la personnalité, qu'il s'agisse de la forte personnalité individuelle, de l'homme d'État, de l'inventeur, de l'artiste, du philosophe ou du militaire, ou qu'il s'agisse de la personnalité collective d'un groupe historiquement constitué de personnes que nous appelons un peuple, je ne déplore cependant nullement sa disparition. Que disparaisse celui qui peut, veut ou doit disparaître. Mais la personnalité des Juifs ne peut pas, ne veut pas et ne doit pas disparaître. Elle ne le peut pas parce que des ennemis extérieurs la maintiennent. Elle ne le veut pas et elle l'a prouvé à travers 2000 ans de souffrance inouïe. Elle ne le doit pas, et c'est là ce que j'essaie de démontrer dans cet écrit, à la suite de nombreux Juifs qui n'ont pas renoncé à leur espérance. Des branches entières du judaïsme peuvent dépérir et tomber, mais l'arbre est bien vivant. Si tous les Juifs français, ou seulement quelques-uns d'entre eux, protestent contre ce projet en faisant valoir qu'ils sont déjà assimilés, ma réponse est simple. Tout cela ne les concerne pas. Ils sont des Israélites français. Parfait. Il s'agit là d'une affaire intérieure des Juifs. Il est clair que le mouvement politique étatiste que je propose nuira aussi peu aux Israélites français qu'aux assimilés des autres pays. Bien au contraire, il leur sera utile, très utile, car pour reprendre l'expression de Darwin, ils ne seront plus dérangés dans leur fonction chromatique. Ils pourront s'assimiler bien tranquillement puisque l'antisémitisme actuel se taira à jamais. On les considérera d'autant plus assimilés jusqu'au tréfonds de leur âme que le nouvel État des Juifs sera établi avec ses meilleures institutions et que malgré tout ils resteront là où ils habitent maintenant. Les assimilés tireront plus d'avantages du départ des Juifs fidèles à leurs origines que les citoyens chrétiens eux-mêmes. En effet, les assimilés seront débarrassés de la concurrence du prolétariat juif, si inquiétante, si imprévisible, si inévitable. Ce prolétariat qui, sous la pression politique et la nécessité économique, est ballotté de pays en pays. Ce prolétariat errant pourra se fixer définitivement. À l'heure actuelle, de nombreux citoyens chrétiens, ceux que l'on appelle les antisémites, peuvent s'élever contre l'immigration de juifs étrangers. Les citoyens israélites ne le peuvent pas, bien qu'ils soient affectés beaucoup plus durement, car ils ont à supporter la concurrence d'individus qui se trouvent dans des conditions économiques analogues, mais qui de plus contribuent à introduire l'antisémitisme ou à développer celui qui existe déjà. C'est là une douleur secrète des assimilés qui se soignent par des œuvres de bienfaisance. Ils créent des associations d'émigration pour les Juifs qui immigrent. Ce phénomène renferme une contradiction que l'on pourrait trouver comique s'il ne s'agissait pas de gens qui souffrent. Certaines de ces associations d'entraide n'existent pas pour les Juifs persécutés, mais contre eux. Les plus pauvres doivent s'en aller au plus vite et au plus loin. C'est ainsi qu'en examinant les choses attentivement, on se rend compte que plus d'un de ces soi-disant amis des Juifs n'est en réalité qu'un antisémite d'origine juive, qui aurait pris l'apparence d'un philanthrope. Même les tentatives de colonisation, à l'origine desquelles on trouve pourtant des personnes animées des intentions les meilleures, pour intéressantes qu'elles aient été, n'ont pas jusqu'à présent été concluantes. Je ne crois pas que pour les uns ou les autres il ne se soit agi que d'un sport, qu'on ait laissé les pauvres juifs émigrer comme on fait courir les chevaux. Tout cela est bien trop sérieux et triste. Ces tentatives sont intéressantes en ce qu'elles représentent sur une petite échelle les principes pratiques qui annoncent l'idée de l'état des Juifs. Elles sont même utiles dans la mesure où l'on peut tirer la leçon des erreurs commises et les éviter plus tard. Bien entendu, ces tentatives ont également eu quelques conséquences dommageables. Je tiens la transplantation de l'antisémitisme vers de nouvelles régions, conséquence nécessaire de l'infiltration artificielle de ce type, comme un moindre mal.
Mais il est une conséquence plus grave. Les résultats insuffisants obtenus jusqu'à présent ont induit les Juifs eux-mêmes à douter de l'utilisation possible du matériel humain juif. Les personnes sensées pourront cependant surmonter ce doute en raisonnant simplement ainsi. Ce qui n'a pas pu réussir sur une petite échelle ne doit pas échouer nécessairement lors d'une entreprise plus vaste. Une petite affaire peut perdre de l'argent, précisément là où une affaire plus grande sera rentable. Un petit ruisseau n'est pas navigable, même pour de petits canaux, mais le fleuve dans lequel il se jette porte de grands navires. Personne n'est assez fort ou assez riche pour transplanter un peuple d'un endroit à un autre. Seule une idée peut y parvenir. L'idée de l'État a cette force. Tout au long de leur longue et tragique histoire, les Juifs n'ont cessé d'entretenir ce rêve royal. L'an prochain à Jérusalem. C'est là notre vieux proverbe. Il convient maintenant de montrer que le rêve peut devenir une réalité lumineuse. Il faut d'abord faire table rase en nous-mêmes et éliminer toutes nos anciennes représentations si dépassées, si limitées et mesquines. C'est ainsi que bien des esprits fermés prétendront que l'émigration mène des pays de haute culture au désert. Cela est complètement faux. L'émigration s'effectuera entièrement dans la civilisation. Il n'est pas question de descendre d'une marche, mais au contraire d'accéder à une marche supérieure. Il n'est pas non plus question d'aller habiter des huttes de paille, mais de belles maisons plus modernes que chacun se fera construire et pourra posséder sans crainte. Bien loin de perdre sur les biens acquis, ceux-ci prendront davantage de valeur. Le bon droit est cédé contre un droit supérieur. Les chères habitudes ne seront pas abandonnées, mais seront retrouvées. Il n'est pas question de quitter l'ancienne maison avant que la nouvelle ne soit prête. Ne partent que ceux qui sont certains d'améliorer leur situation. D'abord les désespérés, puis les pauvres, puis les personnes aisées et les riches enfin. Les premiers arrivés passent aux couches supérieures jusqu'à ce que ceux-ci fassent venir leurs proches. L'émigration représente donc aussi un mouvement d'ascension des classes. Quant au pays que les Juifs auront quitté, il ne s'y produira nul désordre économique, nulle crise ou persécution. Ce sera plutôt une période de bien-être qui s'installera. Par un mouvement de migration interne, les citoyens chrétiens vont prendre les places occupées jusque-là par les Juifs. Tout ce processus se fera graduellement, sans secousse, et dès le début, l'antisémitisme cessera. Les Juifs partiront en amis respectés et, si quelques-uns reviennent à titre individuel, ils seront accueillis dans les pays civilisés comme le sont les autres étrangers. Cette émigration n'est pas une fuite, mais un mouvement ordonné sous le contrôle de l'opinion publique. Celui-ci ne saurait donc se dérouler que dans un cadre juridique bien défini. De toute façon, il ne peut être réalisé qu'avec la participation bienveillante des gouvernements intéressés, lesquels en retireront des avantages. Pour assurer la pureté de l'idée ainsi que la vigueur de sa réalisation, il faudra des garanties qui ne s'épuisent pas dans l'existence de personnes morales ou juridiques. Je tiens à faire la distinction entre ces deux concepts que les juristes confondent bien souvent. La Society of Jews sera la personne morale, sujet des droits en dehors de la sphère des biens privés. À côté d'elle, j'établis la personne juridique appelée Jewish Company, qui est une institution d'achat. Un particulier qui ferait seulement mine de vouloir entreprendre une œuvre aussi gigantesque passerait pour escroc ou fou. La pureté de l'idée de la personnalité morale est garantie par le caractère de ses membres. Quant à la personne juridique, c'est son capital qui atteste de sa capacité à réaliser son projet. Ces remarques introductives ne visaient qu'à écarter rapidement les premières objections que le seul nom d'État des Juifs aurait suscité. À partir de maintenant, je voudrais entamer la discussion patiemment, rejeter d'autres arguments, ainsi que développer plus à fond certaines idées déjà avancées, alors que dans l'intérêt même de mes thèses,
il me faut éviter toute lourdeur. C'est sans doute par de brefs chapitres en forme d'aphorismes que mon but sera le mieux atteint. Si je tiens à remplacer un ancien bâtiment par un nouveau, il me faut d'abord détruire et ensuite reconstruire. Je m'en tiendrai à cette logique. Tout d'abord, dans la partie générale, je veux présenter les concepts, écarter les croyances anciennes et stupides, constater les conditions nationales et économiques et développer mon plan. Dans la partie spécifique, qui sera divisée en 3 parties principales, il me faut exposer les conditions de réalisation du projet. Ces 3 parties principales sont la Jewish Company, les groupes locaux et la Society of Jews. C'est la Society qui sera d'abord créée, la compagnie le sera en dernier. Mais l'exposé doit se faire dans l'ordre inverse car il faut d'abord écarter les objections les plus graves qui seront présentées contre la possibilité de réaliser financièrement le projet. Dans la conclusion, il faudra combattre les dernières objections qui pourraient encore être soulevées. Que les lecteurs juifs me suivent patiemment jusqu'au bout. Il se peut que chez nombre d'entre eux, les objections apparaissent dans un autre ordre que dans celui que j'ai choisi pour la réfutation. Que ceux dont les réserves auront été surmontées logiquement se déclarent partisans de la cause. Bien que je parle de raison, je sais bien que celle-ci ne suffit pas à elle seule. Les détenus de longue date ne quittent pas leur prison aisément. Nous verrons bien si la jeunesse dont nous avons tant besoin est apparue, cette jeunesse qui entraînera les vieux, les portera à bout de bras et transformera la froide logique en enthousiasme.